Oui, c'est vrai, tout va bien. Spooky. Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels consacré à l'actualité et à l'écosystème du jeu vidéo, de l'animation, de la bande dessinée, du cinéma et des séries de genre. Un bien vaste programme cette semaine puisqu'on reçoit Fédois la Maudière. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous? Super. Ça va. IDB, comment vas-tu? Ça va, tu t'es un peu... Presque foiré. Écoute, 6 heures de voiture pour rentrer d'Angoulême la veille, arriver à 6 heures du matin sûr. à Paris, 3 heures de sommeil, donc ça va. Ça va, on peut oublier le prénom de ses potes, ça arrive. Voilà, donc Seb, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, et moi ce que je me demande c'est est-ce que PJ aussi va bien dans la régie? Il va bien. Il a survécu, tout va bien. Ce qui est le propre du vécu, c'est qu'on y a survécu en fait. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Et dis-toi, comment vas-tu? Moi ça va très bien, moi j'ai pas été à Angoulême, j'ai bien dormi donc... Mais t'as joué à Dragon Ball FighterZ. J'ai beaucoup joué, oui. Car effectivement, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est Dragon Ball. C'est pour ça qu'on te reçoit, Fédois. Ça tombe bien. Tu as travaillé sur la licence en tant que traductrice, on abordera tout ça tout à l'heure. D'accord. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Pardon, j'ai oublié de dire qu'on parlait de la mort de Staline avec Sébastien. Oui, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. un petit segment historique. Restez avec nous, ça va être très intéressant. Avant de passer à la Newsbox, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, Hyperlink sur VL, donc la page Facebook, sur Twitter, également sur Twitch. N'hésitez pas, on vous lit tout au long de l'émission. Vous pouvez également nous envoyer de la force, car un petit Genki Dama de temps en temps, surtout après Angoulême, ça ne fait jamais de mal. C'est parti pour la Newsbox. Et on commence titouan avec deux nouvelles qui chamboulent le petit monde du cinéma. Oui, alors la première, donc, qui n'est pas pour l'instant avérée, donc un film sur Duke Nukem, donc une série de jeux qui était sortie sur Nintendo 64, avec comme acteur principal potentiellement John Cena. Voilà, elle a été faite. Non, bah c'était automatique, excuse-moi. Et donc le projet donc, avait été commencé en fait en 98 où les accords étaient signés entre Threshold Entertainment et donc 3D Realms, donc qui possède les droits du personnage, qui a créé le personnage, mais à la base ça devait être Dwayne Johnson The Rock. Oh mon Dieu. Donc on reste un petit peu dans la même veine cette fois-ci donc avec John Cena, et donc le film devait sortir en 2001 donc avec The Rock, et en fait les dernières nouvelles qu'on a eues donc c'était la semaine dernière, donc entre 2001 et 2018 il n'y avait pas eu de nouvelles sur ce film, et donc peut-être qu'on aura John Cena en tant que Duke Nukem. C'est bien, ils ont trouvé un acteur en 17 ans. Peut-être qu'ils vont finir le film en 30. Rappelle qu'ils ont quand même fini Duke Nukem Forever en 14 ans. Voilà. C'est mal parti. Pourquoi pas? Il y a John Cena sur le chat, il y a Phenom sur le chat, pardon, qui dit que John Cena, avec plein de A, est un très mauvais acteur et un très mauvais catcheur à la base en plus. Oh mon Je Dieu, vous Il y a des laisse- films qui arrivent qui vont lui prouver tort. Je vous laisse J'ai cette vu ça, information. Titouan, on a une deuxième news, il me Oui. semble, un peu plus avérée celle-ci. Un peu plus avéré, oui, donc sur Ryan Reynolds, donc notre cher Deadpool, et je dis ça parce qu'en fait il va travailler avec le scénariste de Deadpool sur un film un petit peu particulier qui est Cluedo. Donc il vient de signer un accord de 3 ans avec la Fox. Donc Ryan Reynolds qui possède un studio donc Maximum Efforts. Donc il sera du coup producteur, certainement réalisateur du film Cluedo avec le scénariste de Deadpool, et il devrait potentiellement jouer dans le film. Donc là, on ne sait pas encore, on a émis l'idée du colonel Moutarde. Oui, Tout à l'heure on se posait la question, on s'est dit peut-être le professeur Olive, ça serait stylé aussi un petit peu. Alors, professeur Violet. Professeur Violet, Violet, pardon. c'est C'est révérend Et Olive. révérend Révérend Olive, et Olive. depuis la loi 1905, on dit Monsieur Olive dans les nouveaux jeux. ok, Ah d'accord. d'accord. Et oui, évidemment. Mais effectivement, oui, enfin, je sais pas, professeur Violet, je verrais bien You Glory, ce serait rigolo. Et au générique, ce sera Sia avec Chandelier, évidemment. Évidemment. Un projet qui serait peut-être un peu délirant. Il y a Régie qui applaudit en régie. Un projet un peu délirant parce qu'effectivement il y aura peut-être les scénaristes de Deadpool raccrochés à tout ça. Donc on vous fera suivre évidemment tout cela. On avance avec, je prends la parole avec une news jeu vidéo en thème, qui nous donne de ces nouvelles et qui ne nous en donnera peut-être plus du tout jusqu'en 2019 car le jeu a été reporté d'1 an. Alors c'est d'après une enquête de Jason Schreier de Kotaku qui a enquêté sur BioWare. Le jeu aurait été repoussé en 2019 avec les studios d'Edmonton et d'Austin à fond dessus. Mais avec un petit aveu quand même, c'est que la fenêtre de lancement fixée à l'E3 2018 n'a jamais été crédible et tenable. Donc voilà, c'était juste un effet d'annonce. D'accord, ok. Rappelons quand même que c'est un enjeu énorme pour BioWare, car Ouais, c'est la ouais. première licence nouvelle depuis 8 ans, et qu'il s'agit pour eux de concurrencer Destiny et Star Wars Battlefront 2. Alors peut-être que ce report aussi... Attends, et BioWare va concurrencer Electronic Arts?
Bonne chance. Bonne chance. Hein. Non mais voilà, ils essayent, écoute. Hein. Mais non, mais c'est. Oui, non mais il y a d'autres titres, c'est ça que je veux dire. Oui, mais d'accord. Voilà. On verra bien. On verra bien. Mais peut-être aussi que ce report a trait aussi aux polémiques qui ont entouré Star Wars Battlefront 2 avec potentiellement les questions de modèle économique et de boucles de gameplay qui s'y raccordent. Également, on a Marc Darra du coup, qui a profité un petit peu de la sortie de ces annonces-là, qui est producteur exécutif sur la saga Dragon Age, qui annonce que Dragon Age n'est pas terminé, qu'il y aura sans doute un nouveau jeu en 2019 aussi. Avec une narration live, ce qui a beaucoup fait jaser sur internet. Les gens se disaient mon dieu, ils vont mettre du FMV, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait non, c'est simplement un monde persistant a priori, avec une histoire qui se développerait au-delà de l'intrigue principale à suivre. Donc Hildebrando, Oui. tu vas nous parler de tout le mercato qu'il y a eu cette semaine, oui, car le Dieu 28 sait s'il y en a eu. Bien sûr, le 28 janvier, le mercato n'est fini ni au football ni dans les jeux vidéo. C'est donc tout d'abord Nintendo qui recrute Ojiro Fumoto, connu pour Downwell, donc un jeu mobile extrêmement efficace avec un design un peu rétro et une jouabilité complètement arcade. C'est très 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 sympa et donc on suspecte Nintendo de bien vouloir enfoncer ses efforts mobiles. Ensuite, nous avons Square Enix qui signe 2 recrues, une indirecte et une directe. Tout d'abord, la première étant indirecte à travers Crystal Dynamics qui recrute pour le projet Avengers, le multigame colossal, Le gros machin. voilà, là. le Titan Project de chez Square Enix, qui recrute donc, je vais essayer de prononcer correctement, Sean Escaig. Ça a l'air de passer, qui était directeur des cinématiques sur The Last of Us et directeur créatif sur Uncharted The Lost Legacy, donc le DLC qui jouait avec les 2 protagonistes féminines. Enfin, le spin-off. Oui, c'est ça, c'est pas un DLC, c'est un standalone effectivement. Pardon, et donc il jouera le rôle de directeur créatif sur le Avengers Project et pas directeur des cinématiques seulement, donc ça va vraiment être un gros effort. Et enfin, nous avons Yuji Naka qui rejoint les rangs de Square Enix directement cette fois-ci. Yuji Naka, c'est qui? Bien, c'est tout simplement le créateur de Sonic. Voilà. Et ça, c'est fort. Ça, c'est le gros brain fart de la semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il prépare peut-être quelque chose. Final Fantasy Arcade. Oh. Arcade édition. Peut-être tu te fais toucher, tu perds tous tes matérias. Bah, merci IDB pour ce petit point. Y a-t-il des projets là-dedans qui t'intéressent, Fédois? Ça. Moi, je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais du coup, tu préserves tes yeux, c'est bien. Mais non. Je suis toute la journée sur un écran. Ah, mon donc Dieu, je ne c'est préserve pas mes yeux. Ne pas jouer pour plus travailler. On va Voilà, c'est c'est génial. Alors, on attaque nos 2 gros morceaux de ces news avec d'une part les Oscars cette semaine, Oula, c'est et compliqué, ça. notamment un film qu'on attend beaucoup. Seb, Un tu vas film nous en qu'on parler. attend beaucoup et beaucoup. Justement, Guillermo del Toro, l'un des réalisateurs les plus pop de ces 15 dernières années, croule sous les nominations. Son dernier film, The Shape of Water, donc La forme de l'eau, est sur toutes les lèvres et il rafle pas moins de 13 nominations quand même, dont l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar de la meilleure actrice, l'Oscar du meilleur second rôle féminin, l'Oscar du meilleur second rôle masculin, l'Oscar pour les bêtes, Les meilleurs costumes. meilleurs costumes, enfin bref, c'est énorme. Et effectivement, ça fait plaisir pour Guillermo del Toro de voir qu'il est autant sollicité par ses collègues, on va dire, mais tout n'est pas rose au pays de Totoro, puisque le réalisateur est accusé de plagiat, notamment à cause de la ressemblance avec le prix Pulitzer de 1971 de Paul Zindel, Let Me Hear Your Whisper. Let me hear your whispers. Merci, Voilà. c'était très joliment dit. Et Accent de Westeros. Et effectivement, les 2 films quand même racontent un peu la même histoire, qui est une femme de ménage qui est récemment embauchée dans un étrange laboratoire et qui se lie avec un monstre justement sur lequel on fait des expériences dans ce fameux laboratoire. Dans The Shape of Water, c'est une espèce de... C'est la créature du lac noir. Voilà, c'est la créature du lac noir, on peut le dire. Et dans la pièce de Paul Zindel, c'est un dauphin. Voilà, un dauphin sur lequel on fait des expériences. Donc bon, il y a des similarités. Reste à prouver que c'est un véritable plagiat, parce qu'effectivement, c'est toujours difficile. Parfois, voilà, il y a des scénarios qui se ressemblent, parce qu'effectivement, ça fait partie de l'inconscient. Si ça se trouve, Paul Zindel, il y avait déjà quelqu'un qui avait pensé avant à ce scénario, et voilà, on n'en sait rien. Il faudra aller checker tout ça, mais moi je pense que avant tout il faut aller voir le film et comparer ensuite, se faire son propre avis. Voilà. Tout à fait, d'autant plus difficile que Guillermo del Toro joue énormément avec les tropes des genres, et que pour le coup cette histoire-là c'est quand même assez récurrent. Voilà, ah oui, le gentil monstre, ça, enfin, voilà.
On enchaîne effectivement avec Phenom qui nous pose la question sur le chat. Vous allez parler de l'adaptation de Radiant. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Parce que c'est un fake. Parce que c'est un fake. Mais effectivement, qu'on t'a abordé lors de ce focus consacré en À fin Angoulême. de segment news à Angoulême. Donc voilà, merci Phenom de nous apporter encore une fois la transition. Il est fort, mais attends, il a même pas le conducteur, il arrive à le faire. Quoi. Il est excellent. Ce mec est incroyable. Il est excellent, faudrait le recevoir en plateau un jour. Viens chez nous. Viens chez nous, bien sûr. Donc ouais, Radiant, c'était une petite annonce qui est passée sur les réseaux sociaux. Apparemment, voilà, Radiant, Studio 4C, on a posé la question, on a spéculé, il y a eu beaucoup de spéculations partout. Voilà. Puis en fait, démenti assez rapidement De Tony Valente l'auteur. lui-même. de Tony Valente lui-même. Voilà. On avait essayé de les cuisiner le jour même de notre arrivée à Angoulême, en arrivant sur Stand Kama. Ah oui, vous avez des nouvelles. Elle dit, non, zéro. Non, Temps mort. Temps mort. Perché. C'était un peu compliqué, surtout qu'en plus ils disent apparemment la source d'information viendrait de Toth, qui est donc justement le directeur créatif d'Ankama et fondateur d'Ankama, ce qui est quand même assez étonnant. Toth divulguer des mauvaises informations. On ne sait pas, peut-être que parfois on dit des choses à quelqu'un, on réentend et on déforme les propos, ça peut arriver, mais toujours est-il que c'est un fake, donc malheureusement on n'aura pas Radiant adapté par le studio 4C quoi. Ça reste à voir si quelle part. Tu voulais réagir, Edouard, Non, pardon. je dis on n'aura pas tout de suite, mais bon. Qui sait, oui effectivement. Qui sait, peut-être que c'est du damage control pur et simple de la part des Japonais, ou peut-être que Toth a voulu sortir ça pour montrer qu'il y avait une demande et peut-être forcer la main dans les négociations, peut-être, je ne sais pas. Donc ça c'est peut-être un petit élément très spécifique d'Angoulême, parce qu'on a quand même fait 4 jours intense, n'est-ce pas, ce festival sportif, beaucoup de marche à pied, beaucoup de voitures aussi, mais beaucoup de rencontres vachement intéressantes. On a pu voir d'ailleurs beaucoup de prix, on est très content d'ailleurs du Grand Prix justement, et notamment des fameux prix d'honneur. Alors pour rappel, le Grand Prix du festival cette année a été attribué à Richard Corben. Oui, le Grand Prix de la ville en fait. Oui, le Grand Prix de la ville d'Angoulême. C'est un titre honorifique pour toute son œuvre, pour toute sa carrière. Donc quand même, qui a travaillé pour Méta Hurlant pendant effectivement assez longtemps. C'est un auteur, on va dire, majeur qui a vraiment inspiré le monde de la fantasy un peu SF. Après, effectivement, dans les temps qui courent, c'est un peu controversé par rapport à son œuvre, mais bon, je pense que il y a une plébiscitation des auteurs. Parce que c'est un vote, il faut savoir que c'est combien de milliers d'auteurs qui votent pour ce... 1300. Oui, voilà, il y a 1300 Il y a auteurs. 1300 quand même. Je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a un consensus qui se dégage... c'est le vote des auteurs. Il n'y avait pas que ça, il y a aussi le Fauve d'Or, il y a eu Jérémy Moreau pour la saga de Grimm. La saga de Grimm, effectivement, excellentissime, avec des ambiances... des ambiances juste fabuleuses. Alors, faut savoir qu'il y avait beaucoup de bonnes BD cette année, il y avait vraiment un bon cru. On a eu aussi le prix du public, Cultura du public, il me semble, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, le prix Cultura du public. Voilà, avec dans la combi de Thomas Pesquet. Tout à fait, de Marion Montagne. Marion Montagne, effectivement, qui a été assez publicité aussi, donc c'est très positif. On aime bien Marion Montagne, donc c'est très sympa à voir. Mais il faut savoir qu'on parle aussi peut-être des prix d'honneur qui ont été attribués. Des fauves d'honneur. Oui, il y a eu pas mal de fauves d'honneur, effectivement. Il y avait surtout 2 invités de majeurs qui ont reçu des récompenses sur scène. Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail. Et de Rave Master. Et de Rave Master. Et de Rave Master. Plutôt de Rave Master. Chez nous, on dit plutôt Rave Master. Cool, merci. Mais voilà. Et du coup, donc il a été décoré pour l'ensemble de son œuvre. Et également Naoki Urasawa, qui était décoré pour l'ensemble de son œuvre aussi. Pendant la cérémonie, c'était assez émouvant. Il était très content de recevoir effectivement ce prix d'honneur. Surtout qu'il a fait une espèce de masterclass. Je pense que tu peux en parler, qui était assez sympa. Oui, en fait, il a fait un live drawing avec un sampler où il jouait de la guitare. Et en fait, il enregistrait une boucle de guitare. Et puis il partait dessiner, puis il revenait, il faisait un solo par-dessus, puis il repartait dessiner. C'était super intéressant. Il racontait un peu sa vie aussi, sa carrière de musicien à côté. C'était très intéressant. Et le mec, il fait 3 choses en même temps. Et très 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 émouvant aussi, parce que tu sens vraiment qu'il transpire d'admiration pour Tezuka. Et c'était vraiment très très émouvant, comme lunaire, on va dire. Voilà, effectivement. Et il y avait pas mal de choses aussi, quand même. Il n'y a pas que ça, il y avait également une conférence sur les 30 ans de la réception du manga en France, avec l'évolution de la diabolisation à l'appropriation jusqu'à l'institutionnalisation. Et cette année, c'est clairement l'année où peut-être le manga a enfin sa place dans l'écosystème de la bande dessinée en France. C'était dans le discours, effectivement, des directeurs du festival, même si on sait que les chiffres sont plus les mêmes qu'avant. On n'est pas sur les mêmes tirages. On a oublié de parler aussi du prix de
traduction. Bien sûr, bah, j'allais y venir. Ah bah d'accord. J'allais y venir. Excuse-moi, je t'ai grillé la priorité. Non mais voilà, il y a eu également pour la première fois, encore une fois, ça montre bien qu'il y a un vrai volontarisme de la part de l'organisation du salon, du festival, de mettre en avant le Japon. C'est que cette année, il y a vraiment eu pour la première fois le prix Konishi, et là je me tourne vers toi, prix Konishi de la traduction du manga japonais en français, qui a été remis cette année à Sébastien Ludman pour son travail sur Golden Kamuy, Qu'on a chroniqué ici, voilà. qu'on a chroniqué ici, C'est vrai. qu'on adore cette série. Même si moi j'aurais bien aimé que Born to Be On Air je le chope, parce que je crois que c'était très difficile de rendre l'oralité de la radio à l'écrit, et je trouve que ce manga le faisait particulièrement bien. Effectivement. Du coup voilà. C'était la traductrice d'ailleurs de Bortomeyana, Anaïs Déclin. Ah bah voilà. Et bah, Il n'y a pas de secret. exactement. Il n'y a pas de secret. Du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, la reconnaissance du métier de traducteur? Voilà, c'est assez incroyable parce que ça s'accélère là vraiment d'un coup. Mhm. Moi, je remarque ça à mon petit niveau, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, en fait, personne ne parlait des traducteurs de manga. Et là, oui, depuis 2016, on va dire, on commence à me solliciter, à me poser des questions, à m'inclure un petit peu dans l'histoire. Et en 17 ans de métier, j'avais jamais vu ça. Donc effectivement, il y a vraiment une reconnaissance qui est en train de se faire, et j'espère que on pourra à l'avenir parler beaucoup plus spontanément des traducteurs qui sont derrière les mangas en France. On sera ravis de le faire sur ce plateau, je pense. Dans quelques minutes. Restez avec nous, parce qu'on a quand même deux petites critiques avant. On a vu Spirou, mais on a vu surtout un autre film. Oui. On a surtout vu un autre film. On a Surtout vu un autre film. Même si Spirou, on le garde bien au chaud pour la semaine prochaine. On a vu La mort de Staline, dont on va vous parler juste après la pause musicale. Très bien. On est déjà, j'avais envie de dire, en compagnie des Saiyans. Oui. C'est pas les mêmes, c'est les Saiyans Supakro. À tout de suite. De retour dans Hyperlink. Oh oui. Oh oui, on a allumé la guirlande OLED, on est passé en mode Super Saiyan Blue, c'est cool. Exactement. Phenom pendant la pause qui nous disait que le Saiyan Supakro est surtout connu pour le générique d'Alien Bazar. On est donc dans la mauvaise timeline, je crois. Et on passe le bonjour évidemment à Skippy et à Stan Thanos. Ce n'est pas Stan Cyan Smith, non. Thanos. Cyan Thanos. J'allais dire Stan Thanos, mais c'est Cyan Thanos. Effectivement. Cyan Thanos qui n'est pas dans Stalinos. Avengers 3. Attention. On vous avait dit avant la pause musicale qu'on allait parler de Staline en critique avant d'aborder le cas Dragon Ball Fighters. Seb, c'est à toi. Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'un bon film, puisqu'il a été interdit en Russie. Non mais voilà. Alors quel rapport avec Dragon Ball, me direz-vous? Eh bien, il s'agit quand même de la mort d'un dirigeant de l'armée du ruban rouge, ou de l'armée rouge, évidemment. Non mais, je suis désolé, Oui. il fallait le faire. Et effectivement, la mort de Staline nous plonge dans une espèce de Russie post-seconde guerre mondiale, et le petit père du peuple décède et laisse derrière lui un conseil infesté de têtes à dents longues. Alors que la passion du pouvoir, du pouvoir les rapproche, les dents longues de certains auront peut-être raison des autres. Effectivement, entre intrigues politiques et coups montés, la nouvelle URSS ne dort que sur une oreille. Alors il y a un énorme casting, me Effectivement. semble-t-il. Un énorme casting. Alors, il faut rappeler quand même que c'est une comédie satirique franco-britannique réalisée par Armando Iannucci, connu pour The Thick of It et In the Loop. C'est adapté d'une BD, effectivement, parce que, bon, comme on l'a vu à Angoulême, c'était que des films qui étaient adaptés de BD, et c'est une BD franco-belge, enfin française, effectivement, écrite par Fabien Nourri, qui est d'ailleurs un très grand scénariste de la BD et qui a vraiment une expérience et qui a déjà eu des films qui ont été adaptés, des BD qui ont été adaptés. Ouais, et surtout qu'en plus il était présent pour répondre à nos questions après le film, et c'était C'était effectivement assez intéressant, extrêmement intéressant. de le voir. Et c'est effectivement aussi dessiné par Thierry Robin, que je le... qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse. Qu'on embrasse très fort. Évidemment. Bref, c'est une distribution, tu en parlais il y a quelques secondes, un peu extraordinaire, voire inespérée. On a dans le rôle de Malenkov, je prononcerai pas bien les noms russes, donc voilà, je dirais juste Malenkov, par Jeffrey Tambor. On a Khrouchtchev, qui est joué par Buscemi, quand même, Steve Buscemi, un bedonnant Steve Buscemi, qui plus est, Maria Yudina, qui est jouée par Olga Kurilenko. Alors Molotov, qui est joué par Michael Palin, Lavrenti Beria, je veux dire Beria c'est plus simple, qui est joué par Russell Bill, et Svetlana Alilouyeva. Voilà, Laliloulelo. qui est joué par Riceborough, et Yukov, qui est joué par un magnifique Jason Isaac. Jubilatoire. Effectivement. Mais du coup, ouais, s'il y a Steve Buscemi, c'est forcément un grand film. Eh bien, spoiler alert, mais oui, c'est un bon film. Alors tout d'abord, je le fais rarement parce que d'habitude je critique des
des films d'animation, donc c'est un peu plus compliqué de parler de ça, mais là il faut parler de la performance d'acteurs qui, pour des membres du conseil, sont à la fois en emphase avec leur fonction politique et ont un espèce de jeu exacerbé, ce qui rend vraiment correctement leur rôle, évidemment presque un petit peu trop bien, et ce qui fait que ça donne vraiment une bonne idée de qui s'occupe de quelle partie dans l'URSS. Donc on a le ministre du Travail, on a le ministre de la Guerre, on a le généralissime, le ministre de l'Affaires intérieures, le renseignement, Beria notamment pour ce qui est des purges intérieures, on va dire, qui font assez de massacres. Et effectivement, c'est quand même, faut le rappeler, une fiction historique. Ce qui est quand même de nos jours assez rare, on va pas le dire, on va pas le cacher plutôt, parce que parce que donner de l'argent pour une fiction historique, ça n'est pas arrivé depuis assez longtemps. Et qu'est-ce que ça donne ? Du coup, ça donne des décors qui sont superbes, franchement, des costumes qui sont incroyables. Enfin, honnêtement, c'est du triple A. Ouais, le moment où Yukov arrive avec un ralenti avec toutes ces médailles qui volent, c'est fabuleux quoi. Il y a toute une esthétique qui est vraiment très pop en fait au final dans la présentation de chacun des différents membres du conseil, parce qu'en fait on va le découvrir au fur et à mesure durant tout le film d'ailleurs, hein. Jusqu'à la moitié du film on découvre des nouveaux personnages, et à chaque découverte de nouveaux personnages, eh bien on a ces espèces de ralentis avec vous savez une espèce de petit carton qui explique en fait par exemple Yukov, généralissime en chef, et toujours avec le ralenti a toujours un effet comique, un effet comique, tout en soulignant un trait de caractère du personnage. Donc soit ça va être pendant qu'il se casse la figure, soit pendant qu'il est en train de frimer. C'est effectivement assez british, je dirais presque comme humour, puisque effectivement c'est une comédie britannique, franco-britannique, mais britannique avant tout. Parlons effectivement du rythme effréné de ce film, qui est en fait une course au complot, puisqu'on va avoir une espèce de différentes têtes qui vont essayer de s'entrecouper, si je pourrais dire. Oui, un peu ça. Oui, disons qu'en fait c'est vraiment coupe une tête, il y en a une qui repousse, c'est etc. ça, exactement. Et donc du coup, ce qui donne en fait une espèce d'accélération par le montage qui souligne en fait cette accélération au complot. Et plus on approche de la grande cérémonie de passation de pouvoir, plus les choses s'accélèrent et plus ça devient complètement fou. Parce que on voit en fait, la caméra est un peu omnisciente et on arrive à voir. Disons qu'il n'y a rien qui est caché au spectateur, ce qui fait qu'on voit littéralement tous les complots qui se montent les uns contre les autres. Et donc on peut voir que quand il y a un complot qui est monté, on voit en même temps l'autre complot qui en fait va contrer l'autre complot. Mais donc c'est un montage parallèle ou c'est un montage alternatif? Eh bien, alterné. Tu fais bien le dire, du coup c'est un montage alterné et non parallèle, puisque les deux lignes temporelles se croisent à chaque fois. Et donc du coup, ce qui fait que ça donne vraiment l'impression, c'est pour ça que la caméra est omnisciente, c'est qu'elle voit un peu tout, et ça donne la possibilité au spectateur vraiment d'avoir cette tension en se disant il sait pas ce qui se prépare derrière son dos. T'as une vraie gradation jusqu'à une explosion finale. Exactement, effectivement, jusqu'à l'explosion finale qui est d'ailleurs parsemée de jump cut, on va dire, et qui va donner un espèce de déroulement en cascade qu'on ne peut plus arrêter. En fait, on sent qu'une fois que la machine est lancée, je ne dirai pas à quel moment parce que faut pas spoiler, mais il y a un moment où on voit que la machine est lancée, qu'on peut plus l'arrêter, que plus personne peut l'arrêter, et que ça va mener jusqu'à la fin du film et jusqu'à un acte tragique, si je pourrais dire. Et effectivement, on peut dire que la montée entre guillemets en puissance du montage accompagne celle du scénario. L'explosion finale est notamment assez intelligemment filmée, puisqu'elle est tournée avec la caméra épaule, extrêmement shaky comme diraient les Américains, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être un personnage parmi les autres qui traverse en fait cette espèce de scène finale, je dirais presque à la fin d'Evangelion, tu vois. Non mais voilà, c'est pour le troll, mais en gros je ne spoil pas, mais disons Staline died for our sins. disons que la caméra se balade entre les différents protagonismes qui sont encore vivants, si je peux le dire. Et donc du coup, ça invite le spectateur à se remettre, à remettre sa position en cause, et notamment à travers une belle bande d'enfoirés quand même, parce qu'il faut bien le rappeler que tous ces gens-là, malgré que le film arrive presque à nous les faire aimer, ce sont quand même des personnes qui exécutent à tour de bras, mais des milliers et des milliers de personnes, et on les voit ces exécutions. Et c'est ça qui est extrêmement bien fait, c'est-à-dire que on a un mélange entre un humour noir et en même temps des moments qui sont extrêmement graves,
qui permettent tout simplement de nous remettre en cause en se disant bah ouais, en fait ce qui s'est passé c'était quand même assez grave. Ce film effectivement est drôle. Bon, il n'en reste pas néanmoins subtil. Et ce à quoi justement on peut trouver des espèces de résurgences de réflexions amorcées par Fritz Lang dans M le maudit, ou tout simplement le spectre politique soviétique. Et ce film tout simplement interroge la question des peuples en fait. Voilà. Donc c'est un film à aller voir de toute urgence si vous avez envie de vous marrer. Voilà. Ouais, il sort chez nous au mois de mars, il me semble, au mois de mars, fin mars, début avril. C'est exactement ça. Donc vraiment un film à soutenir, d'autant qu'il me semble que les festivals l'ont un petit peu... Cannes l'a un peu boycotté, enfin, voilà, la Russie le boycotte largement, donc vraiment soutenez-le. Je sais pas si ça vous a donné envie de le voir, Fédois, peut-être. Oui, carrément. Ouais. T'avais lu la BD ou Non, je connaissais pas du tout, mais raconté comme ça, comme j'adore les comédies britanniques, moi personnellement, c'est ça de m'a l'humour donné bien noir. envie. Ouais. C'est du bon humour noir. Puis il y a Michael Palin. Oui, effectivement. Ouais. Ça fonctionne vraiment très Excellent. très bien. On reste entre darons qui se tatanent, si je puis dire, avec Titouan qui va prendre le relais pour parler de Dragon Ball FighterZ. Voilà, donc le jeu attendu depuis des années est enfin arrivé, donc le jeu de combat Dragon Ball Ultime, je pense qu'on peut le dire. Donc, Le mot est lâché. Voilà, le mot est lâché. Donc c'est un jeu créé par Arc System Works, donc les créateurs de BlazBlue et Guilty Gear. Donc qui dit BlazBlue, Guilty Gear dit 2D. Donc on repart à la 2D et Ça, on c'est part bien. tout court. Donc Dragon Ball Fighters, prononcé Fighters, hein, donc Bandai a bien dit qu'il fallait prononcer Fighters, est sorti donc ce vendredi 26 et nous pouvons enfin profiter pleinement du jeu après avoir eu quelques aperçus sur l'alpha et la bêta où on pouvait tester le mode online. Donc le jeu il propose plusieurs modes de jeu, donc le mode histoire qui est une histoire inédite avec plusieurs arcs. On a des personnages du manga qui sont en fait clonés. D'abord Goku perd la mémoire, il y a quelque chose avec le lien. En fait, il y a une espèce de lien entre une entité à l'intérieur des personnes et qui peuvent aller dans d'autres personnes pour qu'ils récupèrent leur pouvoir. Et en fait, s'il appelle ça le lien, est là pour expliquer la façon dont il tag en fait dans les combats. Pourquoi est-ce qu'il y a un changement de personnage dans les combats? C'est la manette le lien en fait. C'est Peut-être. gros, le oui. joueur. C'est le joueur en fait, C'est beau. c'est le joueur. Et donc du coup, nos héros doivent découvrir qui a créé les clones d'eux-mêmes en fait. On a du coup un mode combat sur ring, donc on a pu voir un petit peu tout à l'heure avec Hildebrando ce que c'est. Donc c'est un King of the Hill en fait, où tous les personnages en fait du lobby peuvent s'affronter au milieu du lobby en fait. Tout le monde se rejoint et on se tatane juste entre nous, histoire de voir qui est le meilleur. Après on a un mode arène donc qui est un peu plus classique, c'est juste pour C'est pareil, c'est comme le King of the Hill, mais c'est juste que tout le monde peut regarder les matchs. Voilà, tu peux participer ou pas. C'est vraiment genre, on est les plus beaux. Exhibition quoi. Voilà. Ouais, c'est Comme au totalement tennis. ça. D'ailleurs, il y a un mode diffusion où tu peux choisir de regarder certains matchs, des matchs genre super bien et tout. Voilà, trop cool. Donc il y a un mode online, donc avec des combats classés et amicaux, assez classique. Le mode entraînement où on va pouvoir s'entraîner sur chaque perso, un petit peu comme dans Street Fighter aussi, on va avoir des combos, une liste de défis en fait à faire pour apprendre les combos. Un mode arcade. Qui permet notamment de débloquer Sangoku et Vegeta Super Saiyan Blue. Et le mode Local Battle qui permet de faire du 1v1 et aussi des tournois. Donc qui est assez intéressant. Ça faisait longtemps qu'on avait perdu ce mode et il revient enfin. Donc on a un roster de personnages du coup on a 24 personnages, donc les plus emblématiques, ainsi que quelques personnages de Dragon Ball Super. Et donc voilà, on peut jouer au mode histoire pour débloquer C21. Qui est donc l'un des seuls personnages des Block Lab avec donc les deux Super Saiyan Blue. Du coup, tu m'as dit, voilà, un programme bien rempli avec beaucoup de modes de jeu, beaucoup de personnages, d'autres personnages qui vont arriver aussi derrière. Les amoureux de Dragon Ball seront conquis, mais qu'en est-il des amoureux du fighting game? Alors déjà, le jeu tourne sur un moteur Unreal Engine 4, donc ça tourne plutôt bien déjà de base, et donc ça se calque sur le système de jeu de Marvel vs Capcom, donc avec des auto-combos en fait plaçables en martelant les touches de coups, donc on a des auto-combos sur les coups faibles et les coups forts. Après ça va être des systèmes de quarts de cercle, donc comme Street Fighter et Marvel vs Capcom, donc on va avoir des quarts de cercle sur les touches faibles, fortes, et il y a aussi les coups forts bien sûr. Et pour faire des super coups, ça va être les deux touches coups faibles et coups forts. Donc quart de cercle vers l'avant, et si c'est vers l'arrière, ça va être le coup ultime, donc qui consomme le plus de barres de ki. Donc qui en consomme 3 sur les 7 potentiellement
qu'on peut avoir pendant le combat, qu'on a rarement. On charge jamais les sets. Et La fonction de charger son ki est très difficilement utilisable parce que ça va très vite. ouais. Tous les gaps peuvent être fermés très rapidement. Voilà, on va en parler un petit peu après. Du coup, le jeu propose une équipe de 3 combattants, donc ce qui est assez inédit dans les Dragon Ball. Donc on va jouer en équipe avec des combos en tag qui permettent d'amener les 2 personnages suivants qui peuvent faire des énormes dégâts si on arrive à bien les utiliser. On peut par exemple faire son coup ultime et balancer un tag dessus pour que l'autre aussi fasse son coup ultime. Donc voilà, vraiment pouvoir faire des dégâts énormes. On a plusieurs autres commandes donc, qui sont disponibles, comme la téléportation qui coûtera une barre de ki qui permet de passer instantanément derrière l'adversaire et de porter un coup. On a la charge de ki, donc du coup qui avait aussi été laissée à l'abandon dans certains épisodes, qui est revenu. Donc effectivement ça prend du temps, le ki se charge très vite, on a presque une barre en 2 secondes, mais le temps de faire ça en fait il y a un autre coup qui s'appelle le Dragon Rush qui permet de voler vers l'adversaire et on se le prend tout de suite en pleine gueule si on essaie de charger son ki en fait. Donc je pense qu'on peut parler un petit peu du online. Moi j'avais pas joué à l'alpha mais à la bêta ça marchait pas très bien. Pour le coup j'étais assez déçu. C'est pas comme Tekken quand c'est sorti où le online fonctionnait pas, on pouvait pas jouer en online. Là au début ça fonctionnait plutôt bien, des fois le jeu buguait dans l'intro des personnages et des fois aussi il buguait à la fin du combat, ça sortait du lobby, il fallait recharger un lobby pour pouvoir refaire une partie. Et il s'est avéré que des fois aussi ça a bugué en plein combat, donc là pour le coup c'est vraiment chiant, ça te sort du lobby et tout, tu perds ton combat, enfin tu perds pas contre ton combat mais si t'étais en train de gagner bah tant pis. C'est-à-dire que le combat lui-même marche très bien, il y a même un compteur de frames de delay sur l'écran de combat, c'est-à-dire quand on voit 1, 2, 3 frames de delay, ce genre de choses. Donc le netcode est très bon en fait de base, c'est juste le système de lobby qui est très mal foutu. Donc, du coup, après des épisodes 3D assez réussis qui avaient trouvé justement leur succès auprès du public, on repart à la 2D. Et du coup, visuellement, j'imagine que ça peut parler aux joueurs quand même. Bah du coup, voilà, on revient un petit peu à la base, donc que les amoureux du fighting game vont apprécier pouvoir jouer en 2D. Et surtout, ce qui est incroyable niveau visuel, c'est qu'on a vraiment la patte, le trait Toriyama. Donc c'est vraiment super. On peut voir quelques images derrière. Plus tard dans la boucle, ce n'est pas le bon moment, mais voilà, on voit vraiment la patte graphique, c'est super beau. Il y a des animations tout le temps. Donc il y a une animation pour le personnage qui est en premier dans votre équipe quand on arrive dans un combat. Il y a une animation à la fin du combat. Les textes changent en fonction de qui t'affronte. Par exemple, c'est Goku contre Vegeta, ils vont avoir un dialogue spécial entre eux. Il y a des animations qui ont été faites dans le mode histoire, donc c'est un mode original. Ils ont légèrement animé les personnages. Donc ça va être des trucs très courts en fait qu'on peut skipper aussi si on veut jouer plus vite. Et donc le mode histoire d'ailleurs c'est vraiment comme si on regardait un épisode de Dragon Ball ou comme si on lisait le manga, ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'animations. Moi ça m'a un peu perturbé parce que quand on veut jouer du coup on skip. Donc c'est un peu dommage mais on peut les retrouver après, on peut les revoir. D'accord. Et donc voilà, c'est vraiment le mode histoire a été animé, c'est super bien. L'histoire est intéressante aussi. Donc on repart un petit peu pour pas trop spoiler, le ruban rouge encore une fois qui revient. Il reviendra toujours, c'est tel le phénix, il renaît de ses cendres. Et donc voilà, le jeu est super fluide. Quand on va lancer un super coup ou des kikoa, ça va tout de suite partir. Les animations sont super bien foutues. Franchement, à part les problèmes de connexion en online, il n'y a aucun lag dans les combats et c'est vraiment super agréable. Donc du coup, collègue Hildebrando est parti. Alors IDB se sentait pas très bien du coup. Il s'est pris un caméra dans la tête et il est obligé de recharger son ki. Parti prendre un petit haricot. Du coup, Fédois, est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer? J'ai fait une partie. D'accord. Parce que, comme je disais précédemment, je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Mais bon, je voulais quand même un petit peu tester parce que c'est le jeu de la décennie, quoi. Et ouais, ce que je voulais juste ajouter, c'est que ça se voit que les concepteurs du jeu sont des gros fans de Dragon Ball et il y a du fan service, mais dans tous les sens, et c'est génial de voir en combat certaines scènes vraiment mythiques. Vraiment les attaques sont calquées sur les cases du manga et ça c'est magnifique. Chaque personnage va avoir ses propres coups du manga, on peut carrément recréer. Je suis sûr qu'il dans un an il y a des psychopathes qui vont refaire des combats avec le jeu, des combats du manga, c'est possible, c'est largement possible. Et voilà, c'est vraiment je conseille énormément pour ceux qui aiment Dragon Ball et surtout pour ceux qui aiment les fighting games parce que voilà, ça va être un jeu qui va se jouer en tournoi, ça marche très bien, c'est très intéressant.
On peut faire du combo dans tous les sens et voilà, je conseille chaudement. Justement, je voulais en revenir justement par rapport à ce que tu disais, notamment sur les tournois. Et, tu disais qu'il y avait le fameux mode tournoi en offline, c'est ça, mais pas en online. Il n'y a pas de mode tournoi online. Enfin, si, il y a le mode du coup King of the Hill qui te permet de jouer qu'avec le lobby dans lequel tu te trouves. Ok. Mais au moins, tu peux jouer à un espèce de mini mode tournoi online. Voilà. Ce qui Donc, est déjà pas mal. Si tu trouves un lobby où il n'y a pas grand monde, tu peux inviter tous tes potes et te faire un truc vraiment entre potes. C'est Et ça, possible. c'est cool. Ça, c'est très très cool. Quand Eh ça ben, marche. Forte recommandation cette semaine, on a quand même un beau diptyque, Eh oui. une belle doublette, Staline et Dragon Ball. J'aurais jamais cru mettre les deux dans le même conducteur, mais faut croire que la vie est faite de hasard et de belles rencontres. Hein, des gens qui m'ont tendu la main quand je ne pouvais pas. Non, attends, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, écoutez les enfants, l'heure tourne. Je propose qu'on passe à la pause musicale. Cette fois-ci, c'est la vraie, c'est les vrais Saiyans. On va s'écouter Hironobu Kageyama, Chala Het Chala, et on revient tout de suite après avec Fédois la Maudière pour parler de Dragon Ball. Yes. A tout de suite. De retour sur le plateau d'Hyperlink. Ouais. Ouais. Il va le faire à chaque fois. Staline derrière nous, mais pas Dragon Ball, parce qu'on attaque enfin le grand morceau. On attaque qui On attaque personne. Si, on attaque le gros morceau, on attaque Dragon Ball. Mais on va en parler de manière très gentille, hein, parce qu'on aime tous Dragon Ball, j'espère, ici autour de ce plateau. On est tous Hein. Dragon Ball, oui, si tu veux. On a tous quelque chose en nous de Dragon Ball. Je sais pas où je vais avec ça. Bref, Dans le cercueil. donc on va donner la parole à Fédois, D'accord. n'est-ce pas? Voilà, Fédois, voilà. Comment as-tu découvert Dragon Ball? Parce que j'imagine que quand on traduit Dragon Ball, c'est qu'on a découvert l'œuvre à l'origine. Oui, c'est mieux. Moi, j'ai découvert quand j'étais petite, en fait, au Club Dorothée, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Mais je dois dire que c'est surtout quand j'étais ado que j'ai eu une grosse recrudescence de fanatitude envers Dragon Ball. Et à partir de là, ça m'a pas lâché. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais apprendre le japonais et puis on va voir ce qui se passe après. Et c'est un peu par hasard que je suis arrivée à la traduction de manga, mais voilà, si j'ai fait du japonais, c'est grâce à Dragon Ball. Je me suis intéressée au manga parce que j'ai connu Dragon Ball en premier. Et voilà, c'est la base de tout, quoi. Donc du coup, tu le dis toi-même, c'est la base de tout. Est-ce que tu as vraiment découvert le manga à travers Dragon Ball? Oui, on peut dire qu'en animé, c'était pas mon tout premier, mais en manga papier, oui, c'est vraiment le premier que j'ai lu. Et à quel moment est-ce que tu as voulu du coup en faire ton métier? Justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur? En fait, ça s'est fait par hasard. Parce que j'étais en classe de japonais avec quelqu'un qui était engagé chez Glénat et qui m'a proposé de faire de la traduction de manga du jour au lendemain. Voilà, c'est tout. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait très très bien les choses. Du coup, j'imagine, tu l'as dit, tu découvrais Dragon Ball à l'époque où c'était déjà diffusé. Mhm. Donc quand tu atterris sur la série en tant que traductrice, j'imagine que tu as dû composer avec un certain canon, avec des habitudes de la part des lecteurs. Alors justement, l'idée c'était de refaire une traduction de Dragon Ball parce que donc la première qui avait été faite en 93 était déjà, on va dire, un peu obsolète. Avec, à l'époque, il y avait pas mal de censure dedans. Il y avait quelques petites incohérences et des coupes par-ci par-là. Et c'est vrai que l'ami dont je vous ai parlé, qui était en classe avec moi, j'essayais de l'inceptionner en disant faudrait refaire la traduction de Dragon Ball, ce serait pas mal. Ce manga mérite. Et quand elle m'a sorti, ok, tu t'en occupes, j'ai dit, quoi, mais pas moi, je traduis depuis 1 an, ça va pas du tout. Bref, je me suis lancée là-dedans, on dit, voilà, c'est la responsabilité du siècle, et allez, on retrousse les manches et on y va. Go. Alors que c'était mon manga préféré, ma série fondatrice, et voilà, tu te retrouves avec ça sur le dos en te disant, c'est moi qui ai voulu qu'il y ait une meilleure traduction, et c'est moi qui l'a fait, donc voilà. Du coup, j'imagine que tu as eu pas mal, t'as eu les coudées un peu franches sur ton travail de traduction, tu as pu te replonger dans l'œuvre de base, retravailler certaines références de Toriyama dans son C'était œuvre. pas facile parce que l'équipe de Glénat de l'époque voulait pas trop bouger des noms du Club Dorothée, Tortue Géniale, Sangoku, tout ça. Et j'ai dû un petit peu lutter en disant à quoi ça sert de refaire une traduction si c'est pour remettre exactement la même chose que ce qu'on a déjà. Si
ils allaient conserver de toute façon, elle est encore là en vente, hein, la première version, la première traduction. Donc si on veut proposer autre chose, un autre type de lectorat un petit peu plus, alors on va dire puriste, entre guillemets, et s'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose de plus proche de la version originale japonaise. C'est pour ça que la première traduction que j'avais faite pour la version Deluxe en coffret est très 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 japonisante, avec plein de termes en japonais, avec les suffixes honorifiques, tout ça. Parce que c'était la volonté un peu de coller au plus près de la version japonaise. Et donc à partir de là, oui, il y a pas mal de notes de bas de page aussi dans tes traductions. Du coup, oui, parce que c'est tellement riche comme univers, il y a tellement de références dans tous les sens. Les jeux de mots, pour les noms de chaque personnage, il y a des jeux de mots à expliquer, c'est absolument génial. Des blagues, ça fourmille, hein, Dragon Ball, il y a vraiment de la matière dans tous les sens. Donc effectivement, ne serait-ce que, je sais pas moi, les noms des légumes partout. Oui, tous les Saiyans sont des légumes. Ça vous inspire quoi, les Saiyans sont des légumes? Ce sont des vegetables, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est le cas et nous c'est vrai qu'on est passé un petit peu à côté, peut-être quand on était plus petit, mais maintenant moi j'avais cramé Kakarot. Oui, bon d'accord, à la limite pour Kakarot, mais moi par exemple, Vegeta, j'étais bon, Vegeta c'est Vegeta, quoi. Ouais, c'est vrai que oui, quand t'es gamin, que tu baignes dedans, c'est un bruit de fond, tu fais pas attention, et puis après, effectivement. C'est quand tu te repenches dessus avec de toute façon avec une culture manga plus approfondie, en ayant lu d'autres choses. Là, tu commences à revoir que, effectivement, il y avait peut-être anguille sous roche, comme on dit. Et on se dit, Toriyama se troll, quoi. Ouais. Et du coup, j'imagine que cette nouvelle traduction a eu une réception un peu différente de l'œuvre de base. Est-ce qu'il y a eu des puristes qui se sont manifestés, ou est-ce que, au contraire, c'était adopté par des lecteurs qui n'avaient pas grandi avec le Club Dorothée? J'en sais pas grand-chose, malheureusement, parce que donc les coffrets Deluxe sont sortis en 2002, 2003, 2003. Je sais plus. Oui. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout. J'ai eu absolument aucun retour sur la perception de ma traduction. Donc j'étais chez moi à continuer à pondre mes petits volumes sympathiquement, tout en ne sachant pas du tout si ça plaisait, si ça plaisait pas. Voilà. J'ai continué. J'ai eu des retours qu'à partir de la Perfect Edition qui est sortie en 2009. Ah oui, la Perfect Edition, on en a beaucoup parlé de celle-là d'ailleurs. C'est celle qu'on a en plateau, hein, pour ceux qui nous regardent. Il y a une belle fresque. Ouais, très, très je dis ça, je dis rien, mais c'est pour ça que... Frise, tu veux dire? Oui, frise. Sur la tranche. Oui, c'est la même que sur la Deluxe, il me semble. Ah, c'est la même? Non, elle a été redessinée. Ouais, elle est plus récente. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les gens étaient très contents. Mais d'ailleurs, moi une question me vient, mais combien de temps ça prend pour un volume de Dragon Ball en particulier? Un volume normal, parce que la Perfect c'est un petit peu plus gros, mais ça, entre 3 et 4 jours pour traduire un volume. Ah oui. Pour nous, ça peut paraître énorme. Pour certains, ça peut paraître pas beaucoup. C'est beaucoup ou pas beaucoup du coup pour une traduction par rapport à d'autres. C'est pas beaucoup. Ah d'accord. Ah du coup, ça veut dire que c'est un rythme assez soutenu. Oui. Ah. Dis donc, moi j'imaginais comme l'univers était peut-être plus fourmillant, quelque chose d'assez long. Alors peut-être effectivement c'est pas la même chose que certains mangas qui ont des termes très très compliqués apparemment, comme on a pu le voir. Alors moi ce qui me caractérise, c'est que je vais très vite quand ça me plaît beaucoup. Forcément. Donc je vais traîner les pieds sur certaines séries où je vais me dire je m'ennuie un peu. Ouais. Et là en plus Dragon Ball c'est du bonheur parce que c'est bien écrit en japonais, c'est fluide. C'est drôle, il y a tout pour plaire dedans. Donc à traduire, c'est vraiment du plaisir. Et à lire aussi, pour nous, c'est un plaisir. Ensuite, nous, lecteurs qui recevons juste après. Dis-toi. Mais est-ce que parce que moi j'ai déjà remarqué qu'il y avait quand même beaucoup plus d'humour dans Dragon Ball que Dragon Ball Z en fait. C'est à partir. Et du coup, est-ce que c'est pas plus long de traduire le début de la série où déjà tous les personnages sont introduits, il y a beaucoup plus d'humour que après en fait où c'est vraiment du combat quoi. Il y a plus de recherche à faire, oui. Vu que c'est très inspiré du Seiyuki, donc le classique chinois, le pèlerinage vers l'Occident. Tous les premiers chapitres sont très très ancrés dans une sorte de mythologie d'inspiration chinoise. Et tout ça
voilà, faut essayer de l'expliquer, faut essayer de rendre l'atmosphère un peu onirique, tout ça. Et c'est vrai que bon, bah après, avec le côté un peu plus baston-baston de la deuxième partie de l'histoire, oui, il y a moins de références et tout ça, mais bon, il faut, comme le scénar est toujours très très cohérent et très précis, il faut rester vigilant, Ouais. même tout le temps. Alors on a Skippy sur le chat qui nous dit que le post-sel, ça reste quand même bien lolesque par moment. Effectivement, l'arc-bout, c'est peut-être Ah oui. le moins sérieux. Mais l'arc-bout, c'est clairement Toriyama qui. Enfin, je l'imagine. Déjà, il voulait arrêter après Freezer. Oui. Il voulait arrêter après ça. On lui dit bah, tu rajoutes encore un arc. Bon bah ok les gars, mais j'y vais à fond dans le n'importe quoi. Ouais. C'est tellement ça. Autant tout donner. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était l'arc que j'aimais le moins, l'arc-bout. Et c'est vraiment Pareil. en le traduisant et en le découvrant dans le texte que j'ai réalisé que ah ouais non mais en fait c'est de la grosse parodie et c'est hyper drôle, c'est second degré À mort. non-stop Ouais. et c'est juste, Bah, c'est du génie. Le voyage dans le corps, quoi. S'il vous plaît. Ne serait-ce que l'attaque suprême où il transforme les mecs en chocolat. Bah oui, Bon. c'est fabuleux. Après, il devient un Gotenks, ça, super c'est bonbon, génial. le végétaux qui devient un super bonbon Mais- et qui l'éclate. Mais je dois avouer quand même qu'il y a le début de l'arc Boo est quand même assez flippant. Enfin, quand il rentre dans le, tu sais, dans le Dans la vaisseau, maison, là dans le vaisseau et tout en Ouais. profondeur. Oui, c'est quand même oui, assez. Il y a un côté un peu. Il y a une gravité. il y a une gravité du mais- truc qui est mais complètement perdu. Enfin, qui est volontairement plutôt perdu ensuite. Et Alors ça va peut-être nous permettre d'avancer sur les relations qu'entretenait Toriyama avec la Shueisha, mais effectivement c'est un peu compliqué. Fedwa, tu l'as dit, c'est qu'effectivement la Shueisha lui le somme de continuer, de continuer, de continuer. Oh, bah ça, il n'y a pas que lui. Tous Et, les mangakas sont pressés comme bien des sûr. citrons. Bien sûr, Oui. mais c'est pas tous les mangas qui se terminent sur une lettre d'excuse, quand même. C'est que Dragon Ball, c'est quand même une œuvre qui se termine sur. Bah voilà quoi. Voilà, j'ai créé ce personnage, il va vivre ça, et puis bah. Pour le reste, bah, vous y avez votre imaginaire et vous écrivez vos histoires Et on le fait, on autour le de fait. ça. Et les gens le font. Et ce qui est très bien, c'est que avec le temps, voilà, l'œuvre a une vraie longévité, les générations se sont renouvelées. Et il y a eu Dragon Ball Super, quoi. Ouais. Voilà. Avec une petite parenthèse GT, hein, peut-être. Oui, On non, en mais parlera. bon. D'accord. Ok. Ah, ok. Donc, tu prends comme ça. On parle pas de GT. Hein. Mais du coup, ouais, super. Comment est-ce que tu as accueilli, toi, l'arrivée de Dragon Ball Super? Alors, j'étais assez perplexe. Alors, comment dire ça faisait quelques années qu'on avait droit à quelques nouveautés concernant la licence Dragon Ball. Il y a eu le Osuka Tekita Songoku to Nakamatachi que j'avais détesté. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est vraiment la peine de sortir un nouveau support, enfin comme ça? Oui. Bref. Pareil, l'épisode de Badak Super Saiyan. Ah oui. Ça m'avait pas tellement convaincu et est arrivé Battle of Gods ouais. où ça y est, Maître Toriyama est de nouveau au scénario et là je me suis dit voilà, là ça fait plaisir et j'ai vraiment adoré Battle of Gods et Fukatsu no F dans la lignée et quand j'ai appris qu'il allait avoir donc une nouvelle série télé, je me suis dit déjà comme ça on va peut-être plus parler de Dragon Ball GT, ça va être pas mal. Bah, c'est un redcon Et pur et surtout simple. Hein. comment? C'est un redcon pur et simple. Bah non, parce qu'en fait, comme ça se passe entre la fin de... Enfin, bon, bref. Oui. Ne spoilons Et- pas. C'est un peu compliqué. Et disons que comme Maître Tori est derrière le projet, là, j'étais confiante. Voilà. Donc, je me suis dit, on va enfin avoir de la vraie nouveauté canon, bah oui. entre guillemets. On est servi. Ils ont été loin quand même avec les autres univers et les autres personnes. Ouais. Les univers parallèles. Bah, ça, Attends, c'est une. Vas-y. Fais gaffe à pas trop développer une série qui n'est pas encore aboutie. Oui. Mais effectivement, c'est un petit point qui peut nous permettre d'aborder certaines influences, parce qu'on n'a pas forcément parlé des influences de Toriyama sur la suite, sur Dragon Ball Super par exemple. On voit clairement qu'il est influencé par Superman, avec l'idée de l'extraterrestre qui s'écrase sur Terre, etc. Et on en parlait pendant qu'on marchait à Angoulême, mais est-ce que Dragon Ball Super, c'est pas sa propre version de Marvel Secret Wars en fait, avec Doctor Doom qui ramène différentes dimensions, avec Battle World, etc. Et qu'en fait c'est un Secret Wars à la ça. japonaise, quoi. Durant ce laps de temps, il a eu d'autres influences et il nous met
tout ce qu'il a lu. Voilà. On a Skippy qui pose une question assez intéressante. Alors je ne sais pas si tu as la réponse, car c'est une question qui concerne la stratégie de Glénat. Il y a une nouvelle édition de la Perfect Edition au format Jump qui était en test en kiosque l'année dernière. On ne sait pas si le projet a abouti. Le projet a abouti a priori. Il s'était sorti en kiosque dans quelques régions de France pour voir si ça marchait, et on m'a dit que ça avait marché et que ça allait sortir dans toute la France. D'accord. Ah bon? On a un horizon ou... Ça je sais pas. D'accord. Bon. Il y a aussi les tomes de Dragon Ball Super qui commencent à apparaître. Là on est au 3e. On en est au Ouais. 3e et je suis en train de traduire le 4. Oh, Donc ça arrive. ça arrive très vite, les amis. Ça arrive très vite. Effectivement, oui, tout Dragon Ball Super va commencer à être, avoir une vraie parution chez nous. Un bien beau manga. Moi, j'ai pas du tout suivi Dragon Ball Super. Je m'excuse, mais j'ai vu qu'il y avait une course de Mario Kart. Et rien que pour ça, j'ai envie de le lire. Ça a l'air génial. Mais moi, j'ai pas lu, mais je sais pas ce que ça vaut du coup qualité animation, parce que beaucoup de gens crachaient sur Dragon Ball Super à ce niveau-là, les animations qui étaient un peu bâclées. Au début, oui. Donc je veux bien voir ce que ça donne sur papier, parce que je pense que du coup c'est beaucoup plus beau, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est que dans les animations de Super, c'est pas Toriyama qui dessine. Oui, ça Dans le manga non plus. Enfin, C'est c'est pas non, Toriyama non, qui non, dessine. mais c'est Toyotaro, oui, qui reprend. Qui le reprend bâton. le style quand même. Voilà. Mais l'animé, ouais, il y a des scènes, c'est pas possible. Oui, mais En fait, il y a des raccourcis énormes, ce qui fait que c'est des crayonnés vite fait. Après, moi je comprends qu'on jette la pierre parce que tout le monde l'attend, mais on dit ça, mais il y a énormément d'animés qui souffrent du même problème. C'est toujours. Ah oui, Il c'est faut sûr. pas oublier que l'animation au Japon est vraiment en crise. Mais et oui, qu'ils ont pas... le système de délai est beaucoup trop court par rapport à ce qu'ils peuvent produire, donc forcément ils sont obligés de produire à l'arrache. Et d'ailleurs, les scènes sont refaites ensuite, d'ailleurs, c'est sûr. Hein. Ça va mieux, au fur et à mesure, ça va Oui. mieux. C'est vraiment le début qui pêche. D'ailleurs, la série va s'arrêter au mois de mars. On espère qu'ils vont justement prendre le temps de... Ouais, de faire un bon final. Voilà. C'est une question que je comptais poser peut-être à la fin, mais voilà, est-ce que c'est une pause indéterminée ou est-ce que c'est une pause indéterminée? Voilà. L'avenir. Voilà. nous le L'avenir dira. nous le On ne dira. sait jamais. L'avenir nous le dira. On prend une petite pause, on se donne le temps de respirer. On n'a pas parlé de Dragon Ball GT, mais on va le chanter. Ouais. Parce qu'on va... Dan, dan, Kokoro Hikaru. Vous avez donc vu Fédois Lamodière qui chante Dragon Ball GT Ah bah face ça. caméra. Voilà. Et ça, c'est J'espère que beau. Voilà, c'est beau. On se retrouve après la pause musicale pour aborder Dragon Ball et l'héritage du shonen. À tout de suite. Synchro, super. Qu'est-ce qu'il est fort ce set, c'est incroyable. On devrait l'avoir en plateau plus souvent. Oh, merci. Arrête. Mais tu as un mémoire à finir, je crois. Voilà. Donc, de retour en plateau pour parler de Dragon Ball avec Fédois Lamodière. Coucou. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bienvenue. Bonjour. Bon, alors on a parlé dans cette première partie de Dragon Ball, de Toriyama, de son rapport à la Shueisha, à l'écriture aussi de son histoire, puis de ton métier de traductrice aussi, on a parlé de tout ça. En deuxième partie, on va peut-être consacrer peut-être un peu plus de temps à Dragon Ball en tant que shonen, et comment est-ce qu'il s'articule avec voilà, l'héritage qu'il a laissé derrière lui. C'est-à-dire, il y a très peu d'œuvres, je pense au cinéma par exemple, qui arrivent à écrire les codes de leur propre genre et en même temps à créer leur propre public. Je pense à Star Wars au cinéma. Dragon Ball, dans quelle mesure est-ce que Dragon Ball on peut dire que Dragon Ball a créé son public en fait? Ça c'est dur, à dire parce que bon, Fédois, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai que non seulement il y a eu un premier public, mais c'est quand même une des rares séries qui, à chaque fois qu'elle est rediffusée, se renouvelle, renouvelle son public. Alors bon, évidemment, on peut toujours repasser indéfiniment un épisode, mais quand même, à chaque fois, renouveler l'engouement, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. On verra pas, par exemple, je suis sûr que même si on repassait l'Attaque des Titans, voilà. Bon, je voulais pas te faire peur, mais si on repassait l'Attaque des Titans maintenant, PJ a explosé en studio. il y aurait pas la même histoire.
Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Fallait pas dire ça, moi ça me fait bugger. Il y a Toto qui dit bonjour sur le chat au passage. Ah, non, ouais, Bonjour. Ah oui, Bonjour, Toto. Et Alexa d'ailleurs qui dit aussi les anecdotes de GT sont ouf aussi. Alors oui, parce on avait défoncé GT. Bon, les musiques sont bien quand même. Oui. Voilà. Voilà. Le chara design de Toriyama. Finis ce que tu disais, pardon. Oui, donc ce que je disais, c'est Oui. qu'en fait, il y a c'est assez rare qu'une série puisse à chaque rediffusion recréer un public. En fait, c'est ça qui est très spécifique et on le voit en fait que bon après il y a eu des très mauvaises rediffusions, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a rediffusé AB en fait. Oui. Moi ça me fait délirer. 10 ou 15 ans après, on rediffusait toujours avec les génériques français et avec en plus les scènes coupées et les mauvais doublages. Enfin et moi je trouve ça délirant quoi. Pendant très longtemps et on vend encore. Faut savoir qu'on vend encore. Aujourd'hui, AB vend encore les anciennes éditions. Alors là, je peux pas dire maintenant. Je sais qu'il y a un an ou deux, c'était encore le cas. Donc bon, j'ai pas regardé récemment, donc je pourrais pas véritablement confirmer. Maintenant, mais il y a encore pas très longtemps, je vais dire, on vendait encore les anciennes éditions avec, bah voilà, alors évidemment, il y a toujours le côté nostalgique, mais voilà, l'ancienne traduction et tout. Voilà. Oui. Mais il y a quand même eu Dragon Ball Kai pour régler ça. Aussi, ouais. Oui, alors, je fais doigt, je passe dans ce que tu. Alors, je suis désolée, j'ai pas regardé Dragon Ball Kai. C'est Dragon Ball en fait tout simplement avec refait. Sans les fillers. Voilà, c'est joli. Non mais c'est très, l'anime est vraiment belle. Ça on peut pas le nier. Il y a des gens qui se sont amusés à superposer, enfin faire des split screen des deux séquences animées. On voit que c'est vraiment les mêmes, c'est repris, mais que c'est beaucoup plus beau, c'est mieux animé. Il y a beaucoup plus d'images secondes dans les Sakuga. Donc voilà, clairement. C'est si vous avez envie aujourd'hui de re-regarder Dragon Ball, faut acheter Kai. Faut vraiment aller vers Kai et pas surtaper tous les fillers parce que c'est très compréhensible. Aujourd'hui, il y a quand on parle de l'animé, on a tendance à cracher sur les épisodes qui durent un temps sur une transformation. 5 minutes 5 minutes Voilà. Du coup, effectivement, tu le dis, Dragon Ball recrée un peu son public à chaque diffusion, mais est-ce qu'il a également créé son propre genre? C'est-à-dire Dragon Ball, effectivement, quand il est sorti, c'était un shonen, parce que shonen c'était une catégorie pour les éditeurs, je dirais une convention éditoriale pour s'adresser à un certain public, mais on voit très bien que entre l'époque d'Ashita Nojo et l'époque après Dragon Ball, le shonen se codifie beaucoup plus autour peut-être d'un héros qui est peut-être un peu impestiféré, qui va se faire accepter en devenant plus fort, etc. Et en fait, je sais pas, est-ce que si aujourd'hui, on a Naruto, on a Bleach, on a One Piece, on a des schémas narratifs qui sont très ancrés, en fait, est-ce qu'on doit ça à Dragon Ball en fait? Ah bah oui, enfin clairement. Les auteurs l'avouent eux-mêmes que c'est des enfants de la génération Dragon Ball et que s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, ils auraient, je sais pas s'ils ne seraient pas devenus mangaka, mais en tout cas ils n'auraient pas fait ce genre d'histoire comme ça. Moi, le personnage de Luffy, je vois un Goku à la Bien mode sûr. de Oda. C'est Naruto un peu moins parce que. Bon. Mais même Gon dans Hunter x Hunter, tous ces personnages-là qui ont un côté très enthousiaste et un côté naïf. Pur enfant, ouais. Voilà. Ils sont tous bruns aussi. Aux yeux marrons. Non, mais puis t'as la transformation. Ils sont purs, oui, et à chaque fois il y a toujours l'histoire de la transformation, c'est vrai. L'apprentissage, de toute façon, le thème de base du shonen, c'est le héros va apprendre et acquérir du pouvoir. Mais je pense que c'est plus du point de vue des personnages, et au niveau du charisme des personnages que Dragon Ball a vraiment marqué son époque. Alors, je me permets juste d'intercéder parce que le chat est en train de se charcuter pour dire que Kai c'est la merde et d'autres pour dire que en fait c'est pas trop mal. Oui, effectivement, Kai a été charcuté, effectivement, mais je parlais si vous voulez regarder, que vous avez déjà vu la série, que vous voulez juste vous remémorer les choses, Kai c'est l'idéal. Voilà, c'est pas la meilleure version de Dragon Ball, mais si vous voulez le regarder, si vous n'avez pas envie de vous retaper 100 épisodes qui ne servent à rien dans la série, vous regardez ça. Mais voilà, arrêtez de vous écharper maintenant, c'est fini. Calmez-vous les enfants. Moi, je n'avais pas regardé parce qu'on disait qu'il n'y avait plus les OST de Kikuchi. Oui, c'est ça, exactement. Et je me suis dit, non. Je regarde Dragon Ball juste pour l'OST. Non, mais il y en a qui payent dans Fighters pour l'OST, je te rappelle. Qui vont payer. Ouais. Non, mais ce qui est vrai effectivement, c'est que les OST, forcément, quand on coupe des scènes, quand on en
ça peut plus coller en fait, ça peut plus coller avec les épisodes originaux, donc l'OST est charcuté. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais bon, voilà. Que dire. Du coup, est-ce que vous avez des anecdotes un petit peu de souvenirs sur Dragon Ball IDB? Je t'entends pas beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup. Enfin, je vais faire. C'est pas vraiment directement un Dragon Ball, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'essaie de me souvenir d'une parodie de Dragon Ball que j'avais lu et je me souviens plus du tout. C'était un En truc. manga Ouais, Titouan là peut-être. Moi j'ai une anecdote assez folle, c'était Pardon, non, oui. Je te laisse chercher comme ça. Et du coup, c'était un de mes potes, je ne sais plus exactement qui, donc qui était d'origine espagnole, et quand il arrivait en France, il savait pas parler français, il a appris à parler français en lisant Dragon Ball en français. Donc c'est assez. Et je lui ai dit, mais du coup, tu devais pas parler, c'était juste des au début, tu ne peux pas trop bien parler non plus. Il savait commander de la bouffe et il faisait très peur quand il parlait aux nanas. C'est ça. Alors du coup, Fédois, tu avais la réponse, je crois, à ID Brando tout à l'heure. Ah, moi je proposais Dragon Fall. Ouais, c'est ça, c'était Dragon Dragon Ball, Ball, c'était c'est ça, ça. oui, Oui. le chat, tout le monde du coup a tartiné. Dragon C'était Ball. pas glorieux. Je crois que c'est les Espagnols qui faisaient C'est ça. espagnol, ouais. Bon, je Bah, sais pas. Il y a eu beaucoup de trucs, Dragon Ball Heroes, ce genre de choses. J'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait. Parce qu'avec Xenoverse et tout, ils avaient recréé en fait un nouvel arc qui ouvrait sur totalement autre chose. Dragon Ball Heroes, c'est un jeu vidéo qui fonctionne avec des cartes, c'est ça? Ouais, et en fait, ça ouvrait des nouveaux arcs en fait. Dans Xenoverse, c'est Trunks du futur qui revient. Ils peuvent voyager dans tous les espaces-temps. Donc du coup, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux méchants, voilà. Mais, Moi j'ai une anecdote sur Dragon Ball. C'est mon frère en fait qui m'a fait découvrir Dragon Ball parce qu'il avait laissé vous savez l'espèce de gros double tome là, pas beau, Orange. voilà, Orange. orange exactement. Et ben il avait laissé ça, c'était sur exactement c'était sur le moment de Trunks qui revient, Trunks qui est dans le futur et qui est en train de se faire massacrer par les. Le début de l'arc Cell. C'est ça, le début de l'arc Cell. Et là, j'étais, mais waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe hein. Et je voulais absolument commencer le manga. Je m'attendais à ce que ce soit ça. Je connaissais pas trop le système de tomes, donc j'avais pas vu, c'était très très loin. Et donc j'ai demandé à ce que s'il y avait une série et tout ça. Donc au final, j'ai pu avoir le tome 1. Qui en fait, il empruntait ça à un pote. Donc en fait, j'ai emprunté à mon frère qui empruntait un pote, bref. Et en fait, quand j'ai ouvert le tome 1, je fais, mais attends, mais c'est la même histoire. Rien à voir. mais j'ai surkiffé et en fait au final je le dis, je préfère en fait tout l'arc où il est petit, tout l'arc où il est petit parce que je sais pas, il y avait le côté naïf il est toujours présent après, mais je sais pas, il y avait vraiment le sentiment de découverte et il y a un charme vraiment. Ouais, il y a un charme qui est différent, je dirais, dans les arcs suivants. Après c'est plus sérieux, mais c'est peut-être normal parce qu'il devient un papa, il a plusieurs enfants, il a sauvé la Terre 28 000 fois, il commence à avoir des responsabilités. La série grandit aussi avec ses lecteurs, ça il faut pas l'oublier. Oui. C'est que c'est une série qui a grandi avec ses lecteurs, qui a considéré, moi je pense, qui ne considérait pas ses lecteurs comme des idiots entre guillemets, parce qu'il y avait, je dirais pas je m'avancerai pas en dire qu'il y a des leçons de vie, mais il y a Si, quand même. Il y a des codes, des valeurs. Des valeurs, il y a des c'est ça. valeurs dedans. Je suis bien contente d'avoir eu Dragon Ball. Ouais, c'est un peu difficile pour un enfant parfois de capter ça, mais voilà, tout ce qui est les valeurs de toujours continuer, toujours aller de l'avant, jamais abandonner, la question de la famille aussi qui est important, De l'amitié. Rien que le fait qu'il ait perdu son premier tournoi, ça c'est énorme. Il en gagne qu'un au final. Oui, oui, effectivement, il en gagne qu'un. Je trouvais ça génial. J'étais trop content. J'étais pas trop content. J'étais triste qu'il ait perdu son premier tournoi. Mais voilà, ça fait pour un lecteur, tu te dis, il y a quand même autre chose après. Il est pas infaillible malgré tout. Voilà. Ce qui est très marrant, c'est que Skippy raconte sur le chat qu'il a eu à peu près exactement la même version que toi de l'anecdote. C'est-à-dire que lui aussi, il a commencé, il est tombé sur un tome des androïdes. Ça lui a fait peur. Et effectivement, quand tu recommences, ça fait pas peur. Coïncidence, moi aussi. Mais voilà. Quand j'ai commencé, c'était par les premiers tomes et je n'osais pas les lire à côté de mes parents parce qu'il y avait tout le temps, des seins partout, des trucs comme ça. Je faisais, non, c'est pas possible. Je peux pas lire ça. C'est vrai que la rencontre entre Goku et Bulma. Ouais, et puis après, quand t'as le vieux monsieur avec ses lunettes qui lui dit je peux le toucher, non, c'est vrai qu'effectivement. C'était une autre époque. Voilà, c'était une autre époque.
l'époque. sûr. Et toi, du coup, comment tu as commencé dans l'ordre chronologique ou tu as découvert Plus ou moins, c'est-à-dire que quand je regardais l'animé, c'était pas très suivi quand j'étais petite. Et après, mon premier tome de Dragon Ball, c'était encore à l'époque où c'était les demi-tomes kiosques. Ah, c'est ceux-là. Et, les rouges Non, les rouges, c'était les deuxièmes. C'est l'édition qui était plutôt majoritairement blanche, d'ailleurs. D'accord. Et moi, mon premier, donc, c'était précisément le passage où Goku devient ado, enfin Oui. jeune adulte. Quand tu vois Chichi. La fin de l'entraînement avec le Tout-Puissant, et Ouais. quand il revient pour le Tenkaichi Budokai, et c'était vraiment une claque de voir Goku grandir. Et je trouve qu'au niveau du trait, moi, c'est ma période préférée en termes de graphiquement. Je trouve que Toriyama est vraiment à son apogée. L'arc Piccolo est magnifique. Je trouve que c'est une question intéressante justement qui soulève par rapport à comment on a découvert le manga, c'est-à-dire que c'est quand même un manga qui, même si on le démarre pas au début, enfin on a envie de le lire. Oui, C'est ouais, quand même- vrai. c'est On quand même prend dingue. n'importe où et On a quand même envie. Non mais c'est ça, Ouais. tout le monde a quand même envie de le lire, quoi qu'il se passe, quoi. Même si on est en plein milieu d'un arc, on connaît même pas les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose qui fait que, en termes de réception, c'est très fort et ça parce donne que la envie. narration est juste parfaite. Ouais, ouais, Toriyama, son point fort, c'est le storyboard. Mhm. Il sait raconter les histoires mieux que personne. Et on Mhm. ajoute par-dessus ça des personnages charismatiques de fou. Et Donc, jamais vu aussi dans notre culture. Oui. C'est aussi ça qui joue quelque chose, c'est-à-dire que ça rentre en confrontation avec tous nos codes de l'époque qui étaient Tintin, les Schtroumpfs. Non, je me souviens, moi je comparais aux Schtroumpfs quand je regardais Dragon Ball, je veux dire, j'étais content. Hein. C'est quand même pas la même histoire. Je Hein. suis fan des deux, mais Ah non, mais bien sûr. On a vu une version Attack on Titan des Schtroumpfs. non, mais faut arrêter. Hein. Ah oui, on embrasse toute l'équipe de la MV Enfer Voilà. en passage. Voilà. C'était assez exceptionnel. Shingeki no Schtroumpf, c'était Ah, mon fantastique. Dieu, faut que je regarde ça. C'était assez incroyable. Du coup, je propose qu'on passe sur encore un dernier point avant de refermer ce grand débat sur Dragon Ball, peut-être aux adaptations qui ont été livrées sur d'autres médiums, parce qu'on a beaucoup parlé du manga, on a parlé de l'animé, forcément, enfin, les deux sont liés, mais il y a quand même eu d'autres tentatives, d'autres incursions dans le jeu vidéo, parce que le Dragon Ball, il y a eu beaucoup Il y de en a eu jeux de beaucoup. baston. Ah bah pas que baston. Oui, non, mais il y a eu beaucoup de jeux de baston, parce qu'on en parlait avec Fighters, pour commencer peut-être par là, sur Super NES, avec Butoden et tout ça. C'était très bien. Après, sur PS1, on a eu des belles merdes, mais. Oui. C'est la période à vide jusqu'au Budokai. Final Bout. Final Burst. Final Burst, je crois. Final Non, Burst. non, le Final Bout de PlayStation. Ah oui. Ah. Bah, il y Il a était eu- magnifique. Oui. Il y en avait un qui était vraiment très très bien. Il y avait ceux qui étaient très compliqués, c'était à l'époque où Atari avait récupéré la licence pour les adaptations vidéoludiques et ils avaient fait une trilogie sur Game Boy Advance. Non, c'était pas. Non, mal. ils Non, étaient- c'était propre. c'était- Non, c'était propre. Mais Alors moi, ça, c'était limite mes préférés. Hein. Mais attends, tu parles Ah du bon RPG Legacy of Goku? oui. C'était sur GBA, ça? C'était sur GBA. On ouais. avait fait Ouais. sur Game Boy et sur Game Boy C'était- Advance. C'était vu du dessus avec des graphismes. Ils avaient repris un peu la Oui. charte graphique de Chrono Trigger Ah. et en fait on jouait en faisant de. Ça, c'était très cool. Sauf que c'était un Zelda-like, mais sauf qu'on Mm. tirait des boules au lieu d'utiliser une épée en fait. Mais il y avait un fighting game aussi sur Game Boy, non Dans mes souvenirs. Il y en avait un autre qui était Sur Game Boy génial. Advance, il y a eu Super Sonic Warriors qui était C'était exceptionnel. c'était celui-là. Ça ressemble beaucoup à Fighters d'ailleurs. Ouais. Si tu rejoues, Ouais. c'est vraiment le Fighters mais sur la technologie de l'époque. Et enfin, non, mais c'est Et il y vraiment- avait, c'est il y très, avait très sympa. Advance Adventure qui était très cool. Oui, aussi. alors celui-là il était Ouais. extraordinaire. C'était le avec un- scroller, non C'est le scroller, ouais. C'était le scroller où tu avais des vidéo. combats en arène aussi. Et ça c'était assez cool. Non, ils ont fait des bonnes adaptations. Hein. Plus Puis- de bonnes que de mauvaises. en vrai. Bon, alors du coup, vous êtes plutôt team Budokai, team Tenkaichi ou team Fighters Tenkaichi. Butoden. Moi, je suis Tenkaichi. Ah, Butoden Ah oui. Alors en vrai c'était la bonne époque, moi honnêtement, parce que c'est celui où j'ai le plus joué avec d'autres personnes, mais je dois avouer que les Tenkaichi quand même c'était waouh, là, pouvoir vraiment se balader en 3D et de casser des bâtiments partout. Tu Voilà. fais les boules de cristal. Ouais, non mais je te jure, mais j'adorais faire ça. C'était un peu, ça prenait beaucoup de temps, mais aller chercher les boules de cristal, mine de rien, à chaque fois, ouais, ça me plaisait. C'est un peu con, mais ça me plaisait. Puis il y avait le système d'amélioration des personnages dans les Tenkaichi. Qui était génial, là, où on pouvait Avec les booster ces capsules. personnages. Ouais, on pouvait booster avec les capsules, c'était super bien, c'était je trouve une bonne idée, et il y avait un nombre de personnages dans les Tenkaichi qui était monumental. Le 3, ouais.
Le 3, il y avait un nombre de persos assez abusé. Bah, le nombre de persos doit être marqué au dos de la jaquette, si tu peux regarder pendant que je lis la réaction de Phenom. 160. 160 personnages. Oh là là, vous imaginez? Car il faut tous les attraper, évidemment. Il y a Phenom qui nous donne une référence assez spécifique. Shin Butoden sur Saturn. C'était le feu avec le mode Satan. Voilà, je n'y ai jamais joué. Jamais joué non plus, même pas entendu parler, donc je suis étonné. Les PJ opinent du chef depuis la régie, donc à mon Donc, avis. la régie approuve. La régie Le approuve. mode Satan, tout le monde avait une moustache. C'était super. Il était mauvais, sans pouvoir. Et on a également Raging Blast 2, défendu par Toto. Oh là. Ah oui, alors. Oui. Ça ouais, va compliqué. non, pas trop. Ça peut compliqué. Moi j'avais bien aimé Je suis Xenoverse. Moi je suis désolé, je l'ai acheté sur Switch et franchement ça m'a pris du temps quand même. Xenoverse 2. Mais vous savez qu'il y a un Raging Blast 3 qui est en développement, enfin mais amateur, mais il y a un amateur qui développe Oui. Raging Blast Ouais, 3. ouais, et qui- Tiens, tu fais bien de parler d'amateurs. Il y a, je pense que ce qui a donné l'idée de faire Dragon Ball Fighters, c'est Dragon Ball World, Hyper. ou je sais pas, Hyper. Oui. Ouais. Ouais. Ah oui, Lequel Qui est un Hyper, c'est un fan-made 100% qui tourne sur MAM. Et c'était Excellent. sur Unreal Engine. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, vraiment, c'est un arcade. C'est-à-dire que ça oui. tourne sur un moteur de jeu d'arcade. Non, Mugen, pas C'est MAM. Mugen, ouais. Ça tourne sur Mugen. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est de la 2D pure, du 1-1, avec vraiment des combos pareils. C'est très efficace. Si vous aimez l'esthétique rétro et un gameplay peut-être un tout petit peu plus simplifié, franchement, mais sans être simpliste, c'est nickel. Et c'est gratuit. Et là, je souris parce que c'est peut-être le moment de parler de Dragon Ball. Dragon Ball quoi? Dragon Ball. Non. 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 GT. Non, c'est bon. Allez. D'accord, ok, d'accord. Tu sors. Je sors très bien. Non, de toute façon, écoutez les enfants, il est 17h20. Oh non. Est-ce qu'on refermerait pas ce grand... Si vous avez encore autre chose à ajouter. Il y avait Dragon Ball Fusion qui était plutôt sympa, dit Phenom, effectivement. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Fais doigt, je me tourne vers toi. À ajouter sur Y Dragon a-t-il Ball. une anecdote sur Dragon Ball, un élément de tout cet Oh là univers là, que tu il y en a tellement. souhaites Ça aborder serait... Si, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que dans le manga il y a marqué carotte Ah bah c'est pas moi ça. Mais j'ai jamais compris en fait et ça me perturbait vachement quand je regardais en français, il disait cacarotte, je crois en français, Mhm. et en Maintenant, japonais dans Kai, ouais. il dit pareil, Kakaroto. il disait kakaroto et moi je regardais le manga, je fais mais c'est qui Mhm. Carotte? Bah, je j'ai pense que jamais c'est pour compris, qu'on fasse plus le rapprochement avec l'anglais. carotte. Hein, ouais. Ouais, je suis- Ah bah comme c'était- quoi. Mhm. Comme quoi. Ouais, moi j'avais jamais Alors, compris cette erreur de traduction en fait. Bah, je sais pas pourquoi ils ont viré le premier cas. Peut-être parce que ça faisait ridicule en français. J'en sais rien. Peut-être parce qu'il y avait caca. Hein. Non, mais Donc moi c'est j'ai pas mis grave. dans ma censure. version, moi j'ai mis Kakaroto Ça, c'est- et ça peut c'est être c'est ça. important de garder le to à la fin parce que Oui. sinon on a rien pour faire végétaux. Hein. Oui. c'est pas faux. Mhm. Donc bon, Et puis là, on végète. voilà. On peut peut-être refermer, oui, j'ai un petit élément quand même, parce que tu as signé chez Glénat la traduction quand même d'un gros pavé. Oui. N'est-ce pas, Dragon Ball Landmark. Oui, et il y a le Forever aussi qui arrive. Il y a le Ah, alors, il arrive quand? Il arrive en avril, je crois. Très bien, bah voilà, Ce sera une bonne occasion de bonne occasion. revenir. Ah, avec plaisir. En tout cas, on le feuillettera. On rappelle que le Landmark, ça couvre les années de Goku jeune jusqu'à Freezer. Oui. Et du coup, voilà, ton travail de traduction, j'imagine, est-ce qu'il y a eu des ajouts de la version japonaise à la version française? Non, ça on Non. n'a pas le droit. Vous avez donc vraiment ouais. là-dessus, Non, la non, faut que Shueisha ce était soit extrêmement. facsimilé. D'accord. Des fois, quand il y a des modifications, faut les soumettre à Shueisha et il faut demander validation quoi qu'il arrive. Mhm. Ça prend du temps. D'accord. Ça Oui. va prendre énormément de temps. Je connais les changements de texte aussi dans mon métier. Ouais. Ah, Ça, en général, surtout que c'est à ce genre d'ouvrage qu'on se réfère pour définir le canon de la série derrière. Oui. Donc, à mon avis, ils font très très attention. Ah bah forcément. Donc, on rappelle que c'est édité chez Glénat et c'est au même format que les Dragon Ball. C'est ça. Euh, C'est les les- guides officiels de la Perfect Edition. Voilà, tout à fait. Donc, comme ça, vous avez une très jolie frise qui s'agrémente, je sais pas, d'une petite étoile sur le côté. Je ne me souviens plus, mais c'est certainement bien. Les enfants, on referme ce grand débat. Merci. Fédois. Oh oui, il y a Phenom là, qui parle de planète Vegeta. Ça, c'est un peu mon coup de gueule dans Dragon Ball Landmark. Et effectivement, il y a dans la version japonaise des noms de personnages et autres qui ont été orthographiés de manière assez délirante. Mhm. Et ils sont restés dans la version française et je ne sais pas pourquoi. Ah la vache. Par flemme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on va téléphoner au stagiaire. Qui a fait cette erreur? Les enfants, c'est l'heure de sévir. C'est l'heure du quiz musical.
Non, PPJ qui hurle non. Que se passe-t-il? Il court dans la régie, il court. lancer les Cours dans la- animations Ah oui, sur il faut les- lancer les. Oui, évidemment, faut faut lancer les Les mecs en écrans. pleine émission, viens on fait ça, non. La régie qui crie le secours. Alors, on se retrouve après cette page publicité. On comprend pourquoi. Ah là, très bien. Alors, on a l'équipe rouge et On va se l'équipe. faire déboîter. Oui, mais attends, Tekken x10, vous voyez, on va se faire déboîter. Ça c'est le x3 ça. Oui, c'est le x3, effectivement. Ouais, il passe au quadruple pendant le Canon Gary. Voilà. Oh là là. Bon, écoutez, nous faites pas trop mal, s'il vous plaît. Alors, le quiz musical de cette semaine, c'est ton dragon, il va jumper, ou ton shonen, il va jumper, comme tu veux. Le concept de ce quiz, c'est donc, pour finir cette quinzaine du dragon qu'on avait amorcé avec Daniel Andreev, on avait consacré un quiz au dragon dans le jeu vidéo. Cette fois-ci, c'est plutôt un quiz sur le shonen, Dragon Ball, voilà, son influence sur le shonen. Donc, toutes les séries du jump. Voilà. Donc on est en terrain a priori bien balisé, bien connu. Je vous fais confiance de chaque côté. Écoutez, premier, c'est votre réputation qui est en jeu. Oui. Daniel, hein, Il faut trouver quoi? Le titre. le titre. C'est un quiz musical. Hein. Oui. Donc titre de la série suffit. Et D'accord. est-ce que je mets un petit point bonus si on a le... Non, on n'a pas le temps. Non, on va se faire. on va C'est se faire- parti, premier morceau. Naruto. Un Ça- point ça pour We are fighting dreamers. le... Ah, bien joué, bien joué. Oh là 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 T'as là. pas eu le temps d'entendre de toute façon. Désolé, je suis désolé, les balles étaient dégonflées, on peut changer les... changement de balle. Ah non, mais c'est mon équipe qui a marqué, je m'en bats les couilles. Alors, deuxième morceau. Beaucoup no Hero Academia. Bravo. Ouais. Regardez encore. Moi j'ai juste lu aussi. J'ai pas encore j'ai regardé. J'ai pas regardé. J'ai juste lu le manga Par, pareil. Moi aussi pareil. C'est Pornograffiti, je crois. Pendant Graffiti, tout à fait, à qui on Bon devait bah déjà... 18 points, bien joué. Vous avez gagné. à qui on devait l'opening de Fullmetal Le- Alchemist. Mélissa. Oui, Entre autres, effectivement. et de... non, j'allais dire une bêtise de GTO. Non, pas, Non, du- pas du tout. Non, c'est l'arc-en-ciel. Plutôt. Tout à fait. Et effectivement, on me pose la question sur le chat, c'était bien l'opening 4 de Naruto. Oui. Go. Go. Voilà, pour être précis. Donc 2-0 pour l'équipe bleue. Troisième morceau. 走り出せ走り出せ空高く鳩と差し Fairy Tail. Non. C'est pas le C'est jump. pas le jump. C'est pas le jump, Ah ouais. mais t'es pas loin. 果てないこの Défense de regarder le chat, ils ont trouvé. Ah, Forcément. 今見つけられない世界 Ah moi je vois pas. mon dieu, mais Je passais à côté de ça. je dois avouer que. J'ai Hunter x Hunter. Non. Non, c'est Non. un peu trop jouasse. Ouais. Bah justement, mais je sais pas, j'en sais rien. Un indice. Un indice. Un indice. Oh, allez, il y a beaucoup de 5 fruits et légumes par jour. Ah, One Food Wars. Piece. Food Wars. non Pardon, One Piece. One Piece. Bravo. Attends, mais c'est quel opening? Bah, c'est l'opening 6. Ok, d'accord. Voilà. Je savais même pas qu'il y en avait plusieurs. Ah bah pour une série qui est partie pour faire une centaine de tomes. Ah bah alors moi One Piece j'ai pas du tout suivi donc. Ah bon? J'ai regardé l'anime. Ah mec, y a pas le temps. Je suis d'accord. One J'en Piece suis- c'est trop loin déjà. Alors je propose qu'on donne un point à Toto sur le chat qui a dit One Pooch parce que parce que Pooch sur Twitter qui nous suit C'est Staline aussi. est en train de lire. Très beau, très bien. Non mais Pooch parce que Pooch suit One Piece en ce moment et qu'il nous fait partager ses aventures au bon pays voilà de Eiichiro Oda sur Twitter. C'est très rigolo à suivre. OP de ouf quand même nous dit Phenom qui correspond à l'arc Water 7. Voilà. Voilà, Seven Deadly Sins. Ouais, de l'auto-promo. Attention, ouais. parce que c'est le prochain. Mais non, c'est pas le jump. C'est pas le jump. Ouais. Quatrième morceau. Mon dieu. Mais honnêtement, là, je me dis que c'est que des animés que j'ai pas regardé quoi. Même les. Je fais que lire des mangas en fait. Je me rends Moi compte. aussi, moi aussi. C'est pas bien. Alors, c'est un animé un peu second couteau chez nous, qui est pas très bien localisé, mais qui a une très forte renommée en convention. La Maggie. Pardon? La roue. Non. La roue. C'est pas Maggie. Maggie, c'est pas dans le jump. C'est- C'est pas dans le jump. Non, non. Il est édité en France. C'est un, je dirais, c'est un gros potentiel à même. J'aime Gintama.
Bravo, c'est Gintama. J'ai jamais regardé Gintama. Enfin, j'aime pas Gintama de base. Donc, Bah, tu connais pas Gintama? mais, non, mais Je sais comment pas ce que tu- c'est. Comment Ah tu ouais, peux dire bien. que tu n'aimes pas si tu n'as pas regardé? Non, j'ai regardé quelques épisodes et l'humour ne me fait Ça pas a l'air du tout. drôle quand même. Ah, c'est juste, ça me plaît pas. Moi j'ai regardé 50 épisodes et j'ai arrêté parce que j'ai attendu que ça démarre en fait. Mais Ah. voilà, mais pour Non, le mais coup, apparemment, toujours. c'est un gros succès. Il paraît que c'est Mm. très très bon Ouais. et moi, je n'apprécie. J'ai pas apprécié, j'ai pas accroché. Et série qui va finir bientôt, effectivement, après 80 tomes. Donc, 80 tomes. 80 tomes, bah, c'est une grosse série humoristique au Japon qui cartonne Ça et marche qui a, bien l'humour au Japon. Mm, mm. et qui a une bonne clientèle de niche chez nous. Mm. Dernier morceau, du coup, ça fait Oh, 3-1 pour l'équipe déjà bleue. Bah Dragon Ball. Ah, ouais. Voilà, mais bah. Fais-toi, bah forcément, hein, Bah oui, bah, forcément, pardon. l'ending 1 de Dragon Ball. Romantique Angairu yo. Tout à fait, avec Bulma qui. Bulma, ouais. Ah, fabuleuse. Fabuleuse. On la voit dans sa caravane. Aïe aïe aïe. Les souvenirs. Ça s'appelle Caravane, le truc. Et ça, Oui, elle est dans sa caravane. Oui, bah, voilà. C'est un peu Non. caravane ça. dans la caravane. Aïe. Pour les enfants. C'est la fin de ce quiz musical avec un score de 4-1 pour l'équipe bleue. Bravo Fédois. On s'est pris vraiment. Ouais, c'est vraiment bravo Fédois parce que encore une fois je n'ai servi absolument à rien, c'est pas un quiz. J'adore les blind tests. Alors que j'ai pas regardé. C'est Trop pas mal. contente. Le problème, c'est quoi je zappe les- Ah, Il y a Skippy qui dit refais la pause, je screen. Bah non, tu prendras un screen comme tout le monde sur le replay. Hein. On n'a pas le temps. C'est T'as qu'à faire un clip Twitch, vas-y. voilà, une vraie émission. C'est pas une vraie émission si on n'est pas en retard, disait Exactement. Alvin en plateau. Pour la spéciale Pokémon. Bah écoutez les enfants, vu que c'est la fin, je propose qu'on passe aux recos. Recommandations. Voilà, aux recommandations. Oui, Nous on était à Angoulême donc on était très occupés, mais j'imagine que Titouan et les Brodos ont eu tout le temps d'en préparer une, n'est-ce pas? Ah bah oui, Dragon Ball, t'inquiète pas, ça a pris tout mon temps, donc vous pouvez jouer au jeu comme moi et perdre votre temps dessus, ça marche bien. J'en ai pas d'autres en vrai. IDB. Alors je sais pas si je suis censé spoiler la semaine prochaine. Bah non. Bah non, mais tu peux faire du teasing. Même si c'est assez évident, mais bon, il y a un concurrent qui est sorti il y a pas longtemps à Dragon Ball Fighters, qui est sorti le même jour. Ah Vous oui. démerdez. Non, sinon je suis en train de me faire les Bioshock. Et c'était vraiment bien. Oui, Moi, je Bioshock, pense c'est pas. bien. Bah, c'est toi Je- qui je- vais le faire avant d'ailleurs. Tu dis. Oui, mais ça c'était il fut bien longtemps ça. Du coup, tu dis les Bioshock. C'est quoi ton préféré sur les trois? Bah, je T'en sais es pas, où écoute, pour l'instant j'ai fini le premier. D'accord. Je me suis retrouvé une édition remastered sur PC. Mhm. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, je l'ai prise. Ouais, non, c'est franchement Bioshock. Si jamais vous avez toujours pas joué à Bioshock, il serait temps. Grand jeu. Très bien. Le premier Voilà. Bioshock, je suis très fan. Et sinon, regardez Super. Oui, aussi, ouais. Voilà. Parce que Et je. Super. Bioshock, super. Et lisez Non, super, oui. Non, parce que Dragon Ball Super, au début, j'accrochais pas du tout. En fait, moi, justement, contrairement à toi, Battle of the Gods, Non. pas de top. J'étais pas fan. Et puis derrière, ça s'est bien développé, je trouve. T'as- Donc, t'as- C'est quoi? C'est Vegeta qui fait du karaoké dans La danse du bingo. la danse du bingo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est beau. Et Seb. Moi, Tokyo Kaido, justement aux éditions du Lézard Noir, fabuleux manga. Le tome 2 est sorti il y a un moment, je crois, et je sais pas s'il y aura un tome 3. Mais voilà, Tokyo Kaido que je conseille 100 000 fois. Sinon, de toute façon, Shisakobe, je l'avais déjà conseillé au Lézard Noir. Sinon, il y a aussi La Cantine de Minuit qui est excellentissime, qui raconte tout simplement du point de vue d'un cantinier, enfin, voilà, d'une personne qui a une cantine, les aventures des personnes qui lui racontent en fait. Donc au fur et à mesure des nuits, il y a des gens qui lui racontent des histoires, et donc il se passe des trucs, et on est toujours du point de vue de ce petit restaurant. Donc c'est plein de... en fait, je recommande le Lézard Noir, tout simplement. Comme maison d'édition. Voilà, parce qu'il y a aussi Lady Snowblood dedans, il faut le lire. C'est excellent. Ah oui, c'est vrai. Oui, l'origine du film de Tarantino, Kill Bill. S'il y en a qui veulent, voilà. C'est vrai qu'ils ont une politique éditoriale qui jurait pas trop avec effectivement l'intégration de la BD, du manga au sein de la BD, parce qu'eux ils ont une ligne éditoriale assez spécifique là-dessus. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Oui. Moi, pour ce qui me concerne pour Marocco, je te laisse le temps, à moins que tu en aies une tout de suite. C'est une recommandation récente Que tu as ou, vu un film que tu as vu récemment, chose, un n'importe album que quoi. tu as écouté, un bouquin que tu as lu. D'accord. Je te laisse un tout petit Je peu. vais réfléchir, j'ai le temps de rien Je faire te dans la laisse vie. le temps. Surtout pas de jouer aux jeux vidéo. Mais en ce qui me concerne, j'ai commencé à lire Happiness, la dernière série de Shuzo Oshimi, qui est éditée chez Pika. C'est plutôt pas mal. Pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé forcément Les Fleurs du Mal. Oui. C'est éprouvant à lire, hein, surtout si vous avez des difficultés dans votre vie, ne lisez pas ça. Mais pour le coup, là, c'est une série un peu plus
fantastique parce qu'il s'agit d'une histoire de vampires et de romance au lycée. Donc un setting a priori assez classique, mais il faut jamais laisser présupposer du traitement. Et Oshimi, pour ça, sait déranger son lecteur, sait le perturber, sait aller le chercher. Et pour l'amener vers une vision un peu peut-être un peu pessimiste des rapports entre les gens, mais en même temps tellement forte que ça vaut clairement le détour si on s'intéresse un peu aux difficultés que peuvent connaître certains élèves au Japon, à l'école notamment. Oui, DB, t'avais peut-être J'ai une fulgurance, pardon, excuse-moi, plutôt que vous Oui. recommandez Bioshock. J'ai revu Le Fils de l'Homme. Ah Et Le Fils de l'Homme, c'est pas ça, j'ai été frappé parce que c'est une vision en fait. À l'époque, le mec a été un visionnaire. C'est le futur, quoi. Aujourd'hui, c'est encore plus fort qu'à l'époque. Et déjà, à l'époque, c'était très fort. Voilà. Effectivement, Les Fils de l'Homme, très très bon film. Et du coup, Fédois. Oui, alors, moi, je fais pas grand-chose à part travailler, donc je cherche un manga que j'ai lu récemment, et ça ne m'arrive pas souvent. J'ai commencé à lire Inio Asano, qui est un auteur Qu'on aime beaucoup chez nous. Voilà. Ouais. Donc là, je me suis lancée dans Dead Dead's Demon, Dead Destruction, et c'est juste génialissime, quoi. C'est du chef-d'œuvre. Donc ça, je recommande chaudement à tout le monde. C'est vraiment mon coup de cœur du début d'année. Voilà. Je confirme, sélectionné pour le prix Konichi de la traduction Tout à aussi. Thibaut Desbief à la traduction. Tout à fait. Et Skippy qui nous dit Oshimi et Asano, tes potes de dépression. Ah bah voilà. Écoutez les enfants, je crois que c'est, comme disait ce bon vieux guerrier chinois, C'est la fin des shows. et c'est la fin de ce 43e numéro d'Hyperlink consacré à Dragon Ball, le deuxième de notre diptyque de la quinzaine du dragon. Merci beaucoup Fédois. Merci de m'avoir invité. D'être C'était venu. super. On est ravis que ça t'ait plu. Écoute, on est ravis également que le quiz musical t'ait réussi. On a allé son retour. Pour rappel, on vous recommande très fortement Dragon Ball Fighters, qui Ah est oui. disponible sur PS4, Xbox One et PC. Tout à fait, Pour tout le monde. peut-être sur Switch un jour, on ne sait pas. Inch'Allah. Si- on recommande également La mort de Staline. La mort de Staline Voilà. dans tous les ciné près de chez vous Voilà. dans quelques mois Sur PS4. Si ça sort un jour. sur PS4. Si tu veux. Alerte rouge. Alerte rouge, voilà. Et donc, Le guidebook aussi, on recommande. et on recommande le guidebook évidemment Dragon Ball Landmark, Landmark. dont dans la deuxième partie Dragon Ball Forever sortira au mois d'avril chez Glénat. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour la semaine prochaine. oui. À très bientôt pour la semaine prochaine. Mon Dieu, je suis très fatigué. Angoulême a eu raison de mon élocution, de mon cerveau De nous et de tous. plein de choses. Et c'est l'heure d'aller dormir. Merci à tous. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir. Et j'ai une petite annonce. On a un Discord. Oui, on a Voilà, un Discord. N'hésitez pas à le Venez rejoindre sur le Discord. venez sur le Discord avec nous pour discuter avec nous tout le reste de la semaine. On discute de jeux vidéo, on regarde des séries ensemble, on s'éclate. Et également, autre annonce, parce que cette fois-ci, les travaux sont terminés. La gaming room est opérationnelle. Ouais. On a tout refait, les papiers peints, les étagères, tout. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Donc pour nos prochains streams, à mon avis, il y aura des choses. Le mec, il se mousse pas du tout, tu sais. Écoute, on va falloir le C'est moi rentabiliser. qui C'est un mec que tu connais bien qui a fait les travaux, non? Oui, C'est possible. il est possible que Il même s'appelle Carouche. il s'appelle Carlito et son copain c'est Bouille. Voilà, exactement. Sébastouille. Voilà. Donc écoutez, La bise. la bise semaine et puis à très prochaine. bientôt. Bye, ciao. Ciao, ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.